Il existe un moment précis dans l'histoire économique où les discours officiels et la réalité cessent de se parler. Pas dans un grand fracas, pas avec des annonces spectaculaires, dans le silence des terminaux d'ordinateurs, dans la fuite discrète de milliards qui ne font aucun bruit en quittant un marché. Ce moment-là, certains analystes pensent qu'il est déjà derrière nous, d'autres estiment qu'il arrive juste maintenant. Et la question qui fait froid dans le dos, c'est que personne ne sait exactement quand une simple correction bascule vers quelque chose de structurellement différent. Mais tout le monde le sait après coup, quand il est trop tard pour agir. Voilà ce qu'on observe depuis quelques semaines. Les marchés américains tremblent. L'indice sud-coréen, dominé par les géants des semi-conducteurs, a chuté de 10% en une seule séance de trading. Le Nasdaq a perdu plus de 2%. Et la pression ne s'est pas arrêtée là. Les ondes de choc ont traversé les marchés asiatiques, européens, puis sont revenus frapper Wall Street. Pendant ce temps, depuis les podiums et les conférences de presse, les déclarations continuent de sonner comme un triomphe. La 250e année de l'Amérique doit être une année de boom économique, comme aucun pays n'en a jamais connu. Jamais auparavant, aucun pays ne s'est trouvé dans une position aussi forte que la nôtre. Des mots forts, des mots confiants. Mais entre ces mots et ce que les chiffres racontent, il y a un fossé qui mérite qu'on s'y attarde, sérieusement. Parce que les implications pourraient dépasser de loin ce que la plupart des gens imaginent aujourd'hui. Le marché boursier a toujours été quelque chose de plus qu'une simple réalité économique pour Washington. C'est un baromètre politique, une mesure de confiance collective. Lorsque les indices montent, c'est la preuve que la politique économique fonctionne, que les décisions prises dans les couloirs du pouvoir portent leurs fruits. Lorsqu'ils chutent, c'est une fissure dans le récit. Une fissure que les opposants, les médias et les marchés eux-mêmes amplifient de façon impitoyable. Avec les élections de mi-mandat qui approchent, une fissure peut très vite devenir une brèche politique majeure. La Maison-Blanche observe les marchés avec une nervosité que ses communicants s'efforcent de masquer. Mais la nervosité, ça se lit dans les actes, pas dans les discours. Pour comprendre pourquoi cette correction de marché inquiète autant, et pourquoi ses conséquences pourraient être bien plus graves qu'une simple baisse passagère, il faut regarder ce qui se cache sous la surface. La hausse spectaculaire des actions technologiques de ces dernières années ne repose pas sur des bénéfices actuels exceptionnels. Elle repose sur une promesse. La promesse que l'intelligence artificielle va transformer l'économie mondiale, que les entreprises vont continuer à investir des centaines de milliards dans l'infrastructure numérique, et que le consommateur américain va continuer à dépenser. Deux conditions absolument nécessaires pour que la mécanique continue de tourner. Et ce sont précisément ces deux conditions qui sont aujourd'hui menacées. Le coût du crédit augmente. Les grandes banques anticipent désormais que la Réserve fédérale pourrait relever ses taux dès le mois de septembre. Un changement radical par rapport aux attentes qui prévalaient encore récemment, quand les marchés n'envisageaient aucune hausse avant le milieu de l'année 2027. Cela représente un basculement de calendrier de presque 2 ans, en quelques semaines seulement. La probabilité d'au moins une hausse de taux d'ici avril prochain approche désormais les 90%. La probabilité d'au moins 2 hausses dépasse 60%. Et si ce scénario se réalise, le taux directeur américain pourrait atteindre 4,5% ou plus dans les 12 prochains mois. Même si les négociations avec l'Iran aboutissent et que la pression énergétique se relâche légèrement. Le prix du pétrole est certes tombé sous les $80 le baril. Mais cela ne suffit pas à effacer les dégâts. Plusieurs mois d'énergie coûteuse ont déjà alimenté l'inflation. Ce type de dommage ne disparaît pas simplement parce que le brut baisse quelques jours d'affilée. Les prix se sont propagés dans les chaînes de coûts, dans les marges, dans les contrats. L'inflation intégrée ne se dissout pas aussi vite qu'elle s'accumule. Pourquoi ces hausses de taux sont-elles si importantes dans ce contexte précis? Parce que le coût du crédit, c'est le prix de l'argent. Et quand l'argent coûte plus cher, les entreprises deviennent plus prudentes dans leurs investissements. Elles reportent, elles réduisent, elles renégocient. Les ménages compriment leurs dépenses. Les valorisations boursières excessives deviennent infiniment plus difficiles à justifier face à des investisseurs qui peuvent désormais obtenir des rendements réels significatifs sur des actifs sans risque. Pour les géants de la technologie, qui ont vu leur capitalisation boursière atteindre des niveaux stratosphériques en pariant sur un avenir d'investissement massif et de croissance infinie, c'est une menace directe à la logique même qui sous-tend leur évaluation. La question n'est plus de savoir si cela peut affecter le secteur technologique. La question est de savoir à quelle vitesse et jusqu'où. Et c'est ici que la situation devient potentiellement bien plus dangereuse que ce que les manchettes laissent entendre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'investisseurs ordinaires qui décident prudemment de vendre quelques actions. Il s'agit d'une architecture financière particulièrement fragile, construite dans les angles morts de la régulation, qui peut se retourner contre elle-même
avec une rapidité déconcertante. Plus de 40 milliards de dollars sont actuellement investis dans des fonds technologiques à effet de levier. Sur cette somme, plus de 30 milliards sont concentrés dans des fonds à triple effet de levier, spécialisés sur les fabricants de semi-conducteurs, des instruments qui amplifient chaque mouvement quotidien du marché par un facteur 3. Ce que cela signifie très concrètement, si les actions des sociétés de puces baissent de 10% en valeur de base, ces investisseurs subissent une perte d'environ 30% sur leur position. Et si le secteur des semi-conducteurs perd environ un tiers de sa valeur, une chute qui reste dans le registre du possible dans un contexte de sentiments négatifs prolongés et de resserrement monétaire accéléré, alors une grande partie de ces positions peut être quasi entièrement anéantie. À ce stade, quelque chose de mécanique et d'impitoyable se met en branle. Les ventes cessent d'être des décisions volontaires. Les fonds à effet de levier sont contraints de réduire leurs expositions. Les investisseurs qui opèrent avec de l'argent emprunté reçoivent des appels de marge, des demandes de liquidités supplémentaires, immédiatement. Si ces liquidités ne viennent pas, les brokers liquident les positions de force. Ces ventes forcées font baisser les prix encore davantage, ce qui crée de nouvelles pertes pour les investisseurs restants, ce qui déclenche de nouveaux appels de marge, de nouvelles liquidations, un cycle qui s'auto-alimente, une spirale descendante dont la vitesse peut dépasser de loin ce que les modèles standards anticipent. Et ce qui distingue ce type d'effondrement d'une correction normale, c'est que les acheteurs disparaissent précisément au moment où on en aurait le plus besoin. Personne ne veut attraper un couteau qui tombe. C'est exactement ainsi qu'une correction ordinaire peut se transformer en quelque chose de structurellement différent, voire d'historiquement douloureux. Les conséquences ne resteraient pas confinées au secteur technologique. La richesse des ménages américains est intimement liée au marché financier, à travers les comptes de retraite, les portefeuilles d'investissement, les rémunérations partiellement en actions. Une chute des marchés érode la confiance des consommateurs, rend les entreprises plus frileuses dans leurs décisions d'embauche et d'investissement, et resserre l'accès au financement à un moment où l'économie ne peut pas se le permettre. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. Ce que nous explorons ici dépasse largement la simple actualité des marchés. Sous toute cette pression sur les actions, il y a une couche supplémentaire de vulnérabilité que la plupart des commentateurs n'ont pas encore pleinement intégrée dans leur analyse. Le marché obligataire. Les rendements des bons du Trésor américain déterminent le coût du crédit pour les entreprises, pour les ménages, pour le gouvernement fédéral lui-même, et pour toute la course aux investissements en intelligence artificielle. Si ces rendements continuent de monter, la pression sur les valorisations boursières deviendra encore plus forte. Et c'est là qu'entre en scène un acteur dont le rôle pourrait être décisif dans les mois qui viennent. Un acteur qu'on évoque rarement dans les grandes analyses grand public, le Japon. Imaginez une conversation téléphonique, quelque part entre Washington et Tokyo. Des mots soigneusement pesés, des engagements diplomatiques formulés dans le langage policé de la coopération financière internationale. Derrière ces mots, une réalité très concrète. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'efforce de convaincre son homologue japonais que la situation reste gérable. Parce que si elle ne l'est pas, si Tokyo décide qu'il n'a plus le choix, les conséquences pourraient traverser le Pacifique et déstabiliser les marchés américains d'une façon que peu de gens ont anticipée. Le yen japonais a atteint son niveau le plus bas depuis 1986, plus de 160 yens pour un dollar. Ce chiffre n'est pas juste une statistique de change parmi d'autres. C'est le signal que l'un des principaux acteurs financiers mondiaux est sous une pression extraordinaire. Depuis 1986, l'économie mondiale a connu des krachs, des guerres, des crises financières majeures. Et pourtant, le yen n'avait jamais retouché ses profondeurs. Cela dit quelque chose sur l'intensité de ce qui se passe aujourd'hui. Le Japon a déjà dépensé environ 75 milliards de dollars pour tenter de soutenir sa monnaie sur les marchés d'échange. La Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt il y a quelques semaines à peine. Une décision qui, dans le contexte japonais, représente une rupture significative avec des années de politique ultra accommodante. Résultat, pratiquement aucun effet durable. Le yen reste dans les abîmes. Et chaque semaine supplémentaire à ce niveau coûte au Japon davantage, parce qu'un yen faible signifie des importations plus chères, des coûts industriels plus élevés, une compétitivité réduite pour les entreprises qui dépendent de matières premières étrangères. Tokyo ne peut pas tolérer ce niveau indéfiniment. Et c'est là que la logique de la situation devient potentiellement explosive. Pour défendre sa monnaie de façon significative et durable, le Japon devrait vendre des actifs en dollars, en particulier des obligations d'État américaines. Or le Japon possède environ 1200 milliards de dollars de dette américaine.
Il est le plus grand détenteur étranger de bons du Trésor américain au monde. De mars à avril, ses avoirs avaient certes légèrement progressé d'une vingtaine de milliards de dollars, mais ils restaient inférieurs d'environ 30 milliards au niveau de février. Ces variations semblent modestes à l'échelle des chiffres impliqués, mais elles révèlent une position en mouvement, et les marchés obligataires n'attendent pas la confirmation officielle pour réagir aux signaux de changement de direction. Scott Bessent ne peut pas se permettre une vente désordonnée et soudaine de bons du Trésor américain. Pas maintenant. Les rendements des obligations à 2 ans ont déjà atteint leur niveau le plus élevé depuis le début de l'année, alors que les investisseurs anticipent de nouvelles hausses de taux de la Fed. La pression se fait déjà sentir dans la partie courte du marché obligataire. Si le Japon commence simultanément à vendre ses obligations longues, les rendements à long terme pourraient bondir de façon significative. Et cette combinaison, hausse des taux courts imposés par la Fed, hausse des taux longs provoqués par les ventes japonaises, est exactement le scénario catastrophe qui donne des sueurs froides aux stratèges du Trésor américain la nuit. Bessent tente en réalité de trouver un équilibre quasiment impossible. Donner au Japon suffisamment d'espace pour défendre sa devise sans déstabiliser le marché qui finance les États-Unis eux-mêmes. La ministre des Finances japonaise a désormais signalé que Washington approuverait des actions décisives de Tokyo. Cela pourrait signifier une nouvelle intervention massive sur le marché des changes, de nouvelles hausses de taux au Japon, ou les deux simultanément. Washington semble prêt à tolérer certaines ventes de dollars japonais, parce que le Japon a besoin de latitude. Mais maintenir ce processus sous contrôle, c'est là toute la difficulté. Dans les marchés financiers, l'expression « maintenir sous contrôle » a une fâcheuse tendance à être démentie par les faits au pire moment possible. Ce qui complique encore davantage cette équation, c'est que le Japon ne se bat pas seulement pour stabiliser sa devise au quotidien. Il essaie en même temps de lancer un programme d'investissement national d'une ambition historique, 370 000 milliards de yens, soit plus de 2 000 milliards de dollars de dépenses planifiées pour reconstruire son industrie des semi-conducteurs. Tokyo considère cette transformation comme absolument indispensable. Il s'agit de réduire la dépendance technologique envers l'étranger, de réindustrialiser un pays qui a progressivement perdu son avantage compétitif dans la fabrication de pointe au cours des 3 dernières décennies. Mais financer un tel programme devient infiniment plus difficile quand le yen s'effondre et que les taux d'intérêt montent simultanément. Le Japon a besoin d'une monnaie plus forte pour contenir le coût des importations et rendre ses investissements accessibles. Pour y parvenir, il pourrait se retrouver contraint de vendre davantage de dollars. Et la pression revient alors, comme un boomerang, sur le marché américain des obligations d'État. Un cercle dont personne ne détient la clé de sortie élégante. Mais pendant que Washington et Tokyo tentent de gérer cet équilibre délicat, un troisième acteur observe la situation et agit. La Chine a commencé à restreindre ses exportations de matériaux critiques dont le Japon a précisément besoin pour son programme industriel. Le tungstène, l'yttrium, le terbium, des métaux aux noms peu familiers pour le grand public, mais dont l'importance stratégique est absolument fondamentale dans l'industrie de haute technologie. Les livraisons ont chuté drastiquement depuis le début de l'année. Dans certaines catégories, elles sont tombées quasiment à zéro. Le tungstène est indispensable à la production automobile et industrielle lourde. L'yttrium et le terbium sont utilisés pour les aimants puissants et les technologies avancées, précisément les composants dont le Japon a besoin pour développer son secteur des semi-conducteurs et sa filière énergétique. Ce n'est pas un avertissement symbolique, c'est une contrainte réelle qui entre déjà dans les calculs des ingénieurs et des directeurs d'usines japonais. Les usines ne vont pas s'arrêter immédiatement. Il y a des stocks tampons, des réserves accumulées au fil des années. Mais chaque mois de livraison restreinte érode ces réserves, et remplacer les matières premières chinoises est extraordinairement difficile. La Chine contrôle une part écrasante de la production et du raffinage mondial de ces matériaux, non pas par hasard, mais à la suite d'une stratégie délibérée et patiente, conduite sur plusieurs décennies, pendant que l'Occident regardait ailleurs. Les pays du G7 ne pourront pas recréer cette chaîne d'approvisionnement en quelques mois. Dans certains domaines, construire une alternative de capacité comparable prendra plusieurs années, pas quelques trimestres. Pour le scandium, un métal rare essentiel à certaines applications industrielles avancées, le Japon reste dépendant de la Chine à environ 60%. Pour certains oxydes de terres rares spécifiques, cette dépendance atteint 90%. Quand les stocks actuels descendront sous le seuil critique, les industriels japonais feront face d'abord à une hausse des coûts, puis à des réductions de production, puis à des ruptures dans certaines chaînes d'approvisionnement entières.
Ce n'est pas un scénario hypothétique. C'est une trajectoire en cours, mesurable semaine après semaine. Le PDG de Sumitomo, l'une des plus grandes entreprises industrielles du Japon, a déjà reconnu publiquement que la perte d'accès aux matériaux critiques chinois représente un problème grave pour l'industrie japonaise. Quand un signal d'alarme de cette intensité vient d'un acteur de cette stature, ce n'est pas de la dramatisation. C'est une évaluation froide et professionnelle d'une situation qui n'a pas encore atteint son point de rupture, mais qui s'en rapproche méthodiquement, semaine après semaine. Et Pékin n'a pas besoin de déclencher une crise immédiate pour obtenir ce qu'il veut. Il lui suffit de maintenir ses restrictions assez longtemps pour élever les coûts du Japon, retarder son programme de semi-conducteurs et forcer Tokyo à négocier depuis une position de faiblesse. C'est une pression silencieuse, asymétrique, parfaitement calibrée. Le type de pression que les cartes géopolitiques ne représentent jamais, mais qui est souvent plus efficace que n'importe quelle confrontation directe. Pékin continue d'ailleurs de livrer certains matériaux moins stratégiques, le lantane, le cérium, ce qui lui permet de moduler la pression, de la rendre graduelle et calculée, d'éviter de provoquer une réaction internationale trop forte, tout en maintenant l'étau serré là où ça fait le plus mal. Les chiffres commerciaux donnent à cette pression une efficacité redoutable. La Chine représente environ 20% des échanges économiques extérieurs du Japon, tandis que le Japon ne représente qu'environ 5% du commerce chinois. La symétrie est flagrante. Pékin peut exercer une pression considérable sur Tokyo en exposant que marginalement sa propre économie. C'est un rapport de force qui se traduit directement dans la liberté de manœuvre politique des deux capitales. Washington se retrouve ainsi dans une position d'inconfort remarquable. Le Japon est un allié stratégique fondamental. Il faut le protéger. Il faut financer son expansion dans les semi-conducteurs. Il faut lui garantir un accès aux matériaux critiques dont il dépend. Mais chaque mouvement que Tokyo fait pour défendre sa propre économie crée une nouvelle forme de pression sur les obligations américaines ou sur les marchés technologiques. Et la Chine continue de serrer l'étau, méthodiquement, patiemment, sans déclaration fracassante, sans ligne rouge franchie brutalement. Ce qui donne à toute cette configuration une dimension encore plus sombre, c'est l'enjeu existentiel qui se joue derrière la course à l'intelligence artificielle. Les grandes entreprises technologiques américaines planifient de dépenser environ 1 000 milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle en 2027. C'est presque 10 fois les investissements planifiés par la Chine dans le même domaine sur la même période. Les marchés ont déjà intégré une large part de ces dépenses dans les valorisations boursières. La logique sous-jacente est simple. Si les data centers se construisent, si la demande continue de croître, si les grandes entreprises continuent d'investir massivement dans les puces, les serveurs et l'infrastructure réseau, alors les valorisations actuelles, aussi vertigineuses qu'elles paraissent, trouvent une justification. Le seul secteur de la construction de centres de données représente déjà presque 2% de l'ensemble de l'économie américaine. Il a attiré des capitaux internationaux vers les marchés américains. Il a contribué à justifier des valorisations boursières que beaucoup jugeaient intenables. Et ce même secteur planifie de multiplier ses investissements dans les années à venir. Mais si quelque chose interrompt cette dynamique, une hausse de taux plus rapide que prévu, un retrait du capital international, une perturbation des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs, le choc sur les marchés pourrait être d'une sévérité disproportionnée par rapport à l'élément déclencheur. Et l'ancien PDG de Google lui-même a dû reconnaître ce que peu de responsables américains veulent dire à voix haute. La Chine n'est plus en retard de plusieurs années dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'écart se mesure désormais peut-être en mois. Chaque retard dans la construction de l'infrastructure américaine donne aux entreprises chinoises un temps précieux pour combler ce retard et potentiellement le dépasser dans certains segments. Si la Chine remporte la bataille de l'IA accessible et exportable, les conséquences économiques seront multiples et durables. Des puces chinoises, des logiciels et des services d'intelligence artificielle moins coûteux, disponibles à l'export à l'échelle mondiale, viendront directement attaquer la capacité des grandes entreprises technologiques américaines à maintenir leurs marges élevées. Et une part significative de ce commerce mondial se fera en yuan, accélérant la dédollarisation dans l'une des industries les plus stratégiques de l'avenir. Ce n'est pas seulement une question de part de marché, c'est une question de qui définit les standards technologiques du prochain demi-siècle. Il y a encore une pression que peu d'observateurs mentionnent et qui rend la situation encore plus tendue sur le moyen terme. D'ici 2028, les États-Unis pourraient faire face à un déficit de capacité électrique d'environ 45 gigawatts. Et d'ici 2030, les centres de données pour l'intelligence artificielle pourraient nécessiter 72 gigawatts supplémentaires de capacité de production. Pour donner une idée de l'ampleur,
c'est l'équivalent de la construction de plusieurs dizaines de grandes centrales électriques en quelques années seulement. Pour financer cette infrastructure colossale, il faut un marché obligataire stable, des taux d'intérêt qui restent supportables et un flux de capitaux internationaux qui continue d'affluer vers les actifs américains. Exactement ce que la configuration actuelle, une Fed plus agressive, un yen en crise, un Japon sous pression croissante, menace de compromettre de plusieurs côtés à la fois. Et il y a encore l'Iran. Les négociations en cours n'ont pas résolu les désaccords fondamentaux sur les matériaux nucléaires et sur les règles de passage des navires dans le détroit d'Ormuz. La question des péages ou des restrictions imposées aux navires américains est devenue l'un des principaux points de friction. La position américaine est sans ambiguïté. Tout péage de passage serait inacceptable. Il y a beaucoup de détroits dans le monde. Si on laisse faire ici, d'autres vont exiger la même chose ailleurs. Ce serait un changement complet de la situation. Si ce désaccord persiste, le risque d'un nouveau choc énergétique ne disparaît pas. Et un nouveau choc pétrolier, dans un contexte où l'inflation n'est pas encore maîtrisée et où la Fed est déjà sous pression pour resserrer davantage sa politique, représenterait une couche supplémentaire de pression dans un système déjà fragilisé sur plusieurs fronts simultanément. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Voici donc le tableau dans sa totalité. Les marchés américains sous pression, avec une architecture de fonds à effet de levier qui pourrait transformer une correction ordinaire en avalanche. La Réserve fédérale qui accélère son calendrier de resserrement, comprimant précisément les conditions qui ont permis les valorisations extraordinaires du secteur technologique. Le Japon coincé entre un yen qui s'effondre et un programme industriel titanesque à financer, qui pourrait se retrouver contraint de vendre une partie de la dette américaine qu'il détient, avec des conséquences en cascade sur les rendements obligataires. La Chine qui utilise ses exportations de matériaux critiques comme un instrument de pression géopolitique d'une précision chirurgicale, affaiblissant méthodiquement la capacité industrielle d'un allié clé des États-Unis. Et derrière tout cela, une course technologique dont l'enjeu dépasse largement les marchés financiers, qui est en réalité une compétition pour définir qui contrôlera les systèmes d'intelligence artificielle qui structureront l'économie mondiale des prochaines décennies. Ce que Washington continue de décrire comme la meilleure économie de l'histoire du monde est en réalité une construction qui repose sur plusieurs hypothèses distinctes, devant toutes rester vraies en même temps. Les taux doivent rester supportables, les investissements technologiques doivent continuer à croître, le consommateur doit tenir, le Japon ne doit pas vendre ses bons du trésor de façon désordonnée, la Chine ne doit pas aller trop loin dans ses restrictions sur les terres rares, l'Iran ne doit pas bloquer Ormuz, et les marchés ne doivent pas paniquer assez longtemps pour déclencher la cascade de liquidation forcée dans les fonds à effet de levier. C'est beaucoup d'hypothèses pour un seul système, et l'histoire économique a une façon particulièrement cruelle de nous rappeler que les systèmes qui semblaient robustes ne l'étaient parfois que jusqu'au moment précis où ils ont cessé de l'être. Ce moment arrive toujours plus tôt et plus brutalement qu'on ne le pensait possible. Dans une architecture aussi interconnectée, où les marchés d'actions alimentent la confiance des ménages, où les obligations financent les investissements technologiques, où les devises étrangères déterminent qui peut se permettre d'acheter quoi, et où des matériaux extraits à l'autre bout du monde conditionnent la capacité d'une nation à construire les puces qui alimenteront l'intelligence artificielle de demain, le premier maillon qui cède ne reste jamais isolé. Il entraîne les suivants, et les suivants entraînent d'autres encore. La vraie question, celle que personne dans les couloirs du pouvoir ne pose encore à voix haute, c'est de savoir si le coup principal de cette partie est déjà joué, ou si nous n'en sommes qu'au tout début.